Bonsoir chers auditeurs. Nous avons le plaisir de vous recevoir dans cette nouvelle émission du Libre Journal des Sciences et des Techniques dirigée par votre serviteur Paul Devels sur Radio Courtoisie. Je vous rappelle que cette émission a lieu toutes les 4 semaines, le vendredi de 18h à 21h, ensuite le samedi suivant, de 7h30 à 10h30 le matin et aussi dans la nuit de 2h à 5h. Cette émission que vous allez écouter est préenregistrée. Et donc, vous ne pourrez pas poser de questions directes, mais vous pourrez toujours envoyer vos remarques, commentaires et demandes d'éclaircissement à mon courrier électronique qui est le suivant, Paul, le prénom, point, ensuite Devels, D-E-H-E-U-V-E-L-S, arrobase, ensuite UPMC pour Université Pierre et Marie Curie, .fr. Je répète, paul.devels, arrobase, upmc.fr. Et vous pouvez bien entendu aussi l'envoyer par lettre, courrier ou naturellement courriel à la Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Donc revenons dans le vif de notre sujet. Nous allons parler à la fois de la toxoplasmose et de la schizophrénie. La toxoplasmose, c'est une maladie qui est réputée être bénigne, mais qui est formellement contre-indiquée aux femmes enceintes. Nous allons, bien entendu, voir pourquoi. Et nous allons finalement constater que cette maladie n'est pas si bénigne que ça. Pour en parler, nous avons un spécialiste de psychiatrie. Pourquoi ? Parce que c'est le deuxième titre de notre émission, Toxoplasmose et psychiatrie. Nous allons constater que la toxoplasmose peut, dans certains cas, provoquer des troubles psychiatriques. Pour en parler, c'est un sujet, disons, qui, en fait, a été, nous en parlerons de son historique, il a été identifié il y a un certain temps, mais réellement soupçonné seulement. Et le professeur Guillaume Font, qui est psychiatre et chercheur à l'hôpital Henri Mondor, à Créteil, va nous en parler parce que c'est dans littéralement la ligne directe de ses recherches. Alors, en particulier, Guillaume Font, F-O-N-D, va étudier pendant 5 ans 400 personnes ayant reçu un diagnostic de schizophrénie afin de déterminer leur devenir et d'améliorer leur traitement, mais surtout, si vous voulez, dans certains travaux que vous avez faits, Guillaume Font, eh bien, vous cherchez à relier la toxoplasmose et la psychiatrie, c'est-à-dire ses effets schizophréniques. Alors, pour que ça soit clair, il faut qu'on parle à la fois de la toxoplasmose et de la schizophrénie. Alors d'abord, je vais un petit peu faire un résumé de ce que c'est que la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est une infection parasitaire. Et cette infection parasitaire, surtout pour les gens qui vivent à la campagne, en fait, presque tout le monde l'attrape. C'est-à-dire, c'est quelque chose que on peut s'infecter par cette infection dont l'agence est un protozoaire, dont le nom latin est Toxoplasma gondii, qui est un parasite et qu'on attrape par exemple en ne se lavant pas les mains, en jardinant dans un jardin où naturellement il y a des chats qui se sont baladés en quelque sorte, parce que le chat est un des principaux vecteurs de la toxoplasmose. Et si vous voulez, en mangeant également du steak tartare, enfin je simplifie, c'est-à-dire une viande pas cuite, qui peut être une viande de bœuf ou d'autres animaux. Et en fait, la plupart du temps, lorsqu'on attrape cette infection, il y a des symptômes qui peuvent être complètement passés, enfin on ne s'en aperçoit pas, ou qui peuvent être plus sérieux, mais en général ça passe tout seul. Et une fois qu'on a été infecté, eh bien on est en général complètement immunisé par la suite. Ce qui c'est pas tout à fait vrai, et nous allons voir que ça pose des problèmes précisément pour les gens qui souffrent
d'immunodéficience et pour lesquels l'infection peut se réactiver. Ceci étant, c'est un protozoaire qui passe dans le sang et ce protozoaire est très pathogène pour les femmes enceintes. C'est-à-dire si précisément vous avez une femme enceinte qui attrape la toxoplasmose durant sa grossesse, ça peut engendrer des dégâts absolument épouvantables sur l'enfant à naître. Mais il n'y a pas que ça. Alors, ceci étant, je m'arrête là sur la toxoplasmose, nous allons en parler très en détail, mais il faut savoir en gros que c'est quelque chose considéré généralement comme inoffensif, sauf chez la femme enceinte, et on attrape ça, en fait, en vivant auprès de la nature, en jardinant, sans gants, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de façons, on va en parler. Et alors, la schizophrénie, c'est autre chose. La schizophrénie, c'est un trouble mental sévère chronique qui fait partie des troubles psychotiques, et ce trouble qui apparaît souvent au début de l'âge adulte, affecte une part notable de la population. J'ai vu le chiffre de 0,5%, c'est correct, c'est une personne sur 200, en gros, qui est atteinte de schizophrénie. Peut-être davantage, puisqu'on estime, vous allez me corriger, c'est pousser un cri si ce que je dis est faux, qu'il y a de l'ordre de 10% de la population qui a des troubles de la personnalité qui pourraient relever de la psychiatrie. Est-ce que ce chiffre est excessif ? Non, le chiffre n'est pas excessif. Effectivement, on est à peu près actuellement en France entre 0,6 et 0,8% pour les chiffres de schizophrénie. Donc c'est effectivement et pour proche d'une les personne troubles, sur 200. les troubles généraux de la personnalité, c'est 10%. Voilà, on est autour de 10% selon où on place le curseur du normal et du pathologique. C'est toujours le fameux ça, débat. c'est une vraie question. Oui. Mais ceci étant, si vous voulez, la schizophrénie, c'est la seule de ces pathologies qui nous intéressent aujourd'hui. Et donc, en gros, entre une personne sur 100 et une personne sur 200. D'accord ? Bon, et bien entendu, un vrai problème, c'est qu'est-ce qui cause l'apparition d'une schizophrénie ? Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que c'est culturel ? Il y a le problème de l'acquis, c'est-à-dire et de l'inné, c'est-à-dire l'inné, c'est essentiellement des gens qui sont prédisposés à développer une schizophrénie par leur génome, par leur attache familiale, leur héritage familial, et d'autres personnes qui développent cette schizophrénie pour des raisons complètement environnementales. Et précisément, c'est la question qui nous intéresse. Vous allez précisément nous montrer que il semblerait, et là, si vous voulez, ce sont des recherches en cours, que certaines infections bénignes comme la toxoplasmose pourraient être à l'origine de combien ? Essayons de donner un chiffre à la louche, 10%, 20%? On estime entre 13 et 30% des cas de schizophrénie qui pourraient avoir une toxoplasmose impliquée dans le déclenchement. Donc, alors prenons un chiffre médian, 20%, c'est-à-dire un schizophrène sur 5, ce qui est énorme, parce que parmi ces personnes souvent de la schizophrénie, alors je répète les pourcentages, en gros une personne sur 200 étant un schizophrène avéré, sachant qu'il y a des formes bénignes de schizophrénie, il y a des gens qui sont un peu schizophrènes, mais je parle schizophrène au sens où ça devient quelque chose de véritablement pathologique. Et pour ouvrir un peu un parapluie là-dessus, je parlais à des psychiatres, autres que vous-même, Monsieur Guillaume Font, eh bien, en leur disant, mais écoutez, est-ce que c'est vraiment si facile que ça de repérer quelqu'un qui est schizophrène à l'intérieur d'une population. Alors, aussitôt, ils m'ont arrêté en disant quelqu'un qui est schizophrène, on le voit tout de suite. C'est-à-dire, c'est vraiment une forme de schizophrénie bien caractérisée, alors qu'il y a des personnes qui ont des légers troubles de la personnalité. Enfin, c'est presque tout le monde, d'ailleurs, en fait, en quelque sorte. On a tous des petites manies. Mais la schizophrénie, c'est quelque chose de sérieux. On l'identifie médicalement comme schizophrène, une personne sur 200. Et parmi cette personne sur 200, qui donne quand même une très forte population, alors si on divise 60 millions par 100, ça fait 600 000, et puis si on divise encore par 200, ça fait 3 millions. Donc, il y a 3 millions de schizophrènes en France. C'est à peu près ça. Hein, je calcule correctement.
En fait, on peut estimer, effectivement, on avait des chiffres qui estimaient autour de 600 000 personnes, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Donc, en fait, la réalité de la prévalence est un des enjeux de la recherche, et c'est ce que nous cherchons à faire avec cette étude de suivi aussi en France, avec la Fondation Fondamentale, de pouvoir aussi donner une image actualisée en France de la schizophrénie, puisqu'on a des chiffres qui remontent à plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont schizophrènes, et qui n'embêtent personne et qui ne sont pas diagnostiqués comme schizophrènes au sens médical du terme. Et donc, en gros, on pourrait dire un chiffre médian, encore une fois, 500 000 schizophrènes, à peu près, et 500 000 schizophrènes, et sur cette population de schizophrènes, 20%, c'est-à-dire 100 000 qui seraient dus à la toxoplasmose. C'est quand même quelque chose d'énorme. Donc effectivement, si on fait ces calculs-là, on arrive à des chiffres très conséquents parce que la toxoplasmose, effectivement, est très répandue. En France, on fait partie des pays européens qui avons le plus fort taux de toxoplasmose, parce que actuellement, nous sommes autour des 43%, on va dire, allez, grosso modo, la moitié de la population française, alors que les chiffres peuvent être beaucoup plus bas dans d'autres pays, et cela vient des modes d'alimentation, comme vous l'avez souligné, qui sont parfois différents en France, puisqu'on a une culture aussi du bio et une certaine culture de la conservation et de la viande peu cuite, voire crue, qui peut être impliquée dans les modes de contamination. Alors, c'est intéressant maintenant de se dire que voilà, vous avez des troubles sévères de la personnalité, la schizophrénie, et une maladie d'apparence bénigne, et ce n'est pas superflu de rappeler quelques données historiques sur la façon dont ça a été découvert. Alors en fait, la toxoplasmose est donc un protozoaire. Il a été découvert pour la première fois à l'Institut Pasteur de Tunis par Charles Nicolle et Louis Herbert Monceau, après une épidémie de laboratoire. Alors il faut savoir que tous les animaux à sang chaud sont susceptibles d'être le vecteur de la toxoplasmose, de l'avoir dans leur sang ou de le transmettre. Mais c'est surtout le chat, comme nous allons voir. Alors il se trouve que ce rongeur, il l'appelle le Toxoplasma gondii. Et toxoplasme, pour ceux qui aiment les racines grecques, parce que bientôt il n'y aura plus personne parmi la population française qui parlera grec, sauf s'ils ont vraiment cherché à l'apprendre, ça vient des mots grecs toxon, qui signifie arc, et plasma, ça veut dire forme, donc en forme d'arc. C'était un protozoaire en forme d'arc. Et en fait, ce toxoplasme est vraiment isolé de façon certaine, parce qu'il y a des tas de formes qui sont plus ou moins semblables, et en fait il est identifié de façon certaine par un grand médecin, Sabin, qui a donné d'ailleurs son nom à certains vaccins, et en 1939, et toutes les espèces de toxoplasme identifiées précédemment sont identifiées sous cette forme. Alors le nom Gondii, ça vient du rongeur sur lequel on a découvert ce toxoplasme. Donc en 1939, on découvre le toxoplasme. Et bien entendu, la question est de savoir quel est son cycle, parce que c'est un protozoaire, passe en général par plusieurs formes. La forme où il s'enkyste, où il est sous une forme dormante en quelque sorte, et une forme où il est actif. Il y a aussi la façon dont il se reproduit qui arrive dans certains cycles. Donc vous avez un cycle de reproduction, et ce cycle de reproduction n'a été découvert qu'aux alentours de l'année 70. Et si vous voulez, on a découvert aussi les effets de la toxoplasmose. La toxoplasmose, si vous voulez, on a cherché à reconnaître la toxoplasmose que depuis relativement peu de temps, et à l'époque où ce n'était pas connu, vous aviez toujours le même phénomène absolument abominable, c'est qu'une femme est infectée par la toxoplasmose au cours de sa grossesse. Et à ce moment-là, il peut y avoir des dégâts extraordinaires sur le fœtus et sur l'enfant à naître. Et les enfants souffrent de toutes sortes de pathologies,
qui peuvent être épouvantables. Nous allons un petit peu en parler, mais il faut aussi essayer disons, de ne pas trop effrayer les auditeurs dans la description de ces effets. Alors, en fait, le cycle du toxoplasme, il a plusieurs formes. C'est-à-dire que je vais aussi dire quelque chose qui va effrayer les gens qui aiment les animaux de compagnie. Il faut savoir que l'hôte final du toxoplasme, ce sont tous les félins. C'est-à-dire, pour nous, ça concerne essentiellement les chats, mais ceux qui ont un lion dans leur jardin, les dompteurs, ou qui hébergent de façon clandestine un guépard dans leur parc, eh bien, c'est à peu près la même chose, c'est tous les félins. Bon. Donc, le chat de compagnie est véritablement l'hôte final du toxoplasme. Et alors, là-dedans, à l'intérieur, dans le sang ou dans les tissus du félin, du chat, eh bien, c'est là où se produit une reproduction sexuée du toxoplasme, qui ensuite se diffuse dans la nature sous forme de spores. Alors, ça s'appelle un nom épouvantable, enfin bon, peu importe, ce sont les zoocystes. Et ces zoocystes arrivent dans l'environnement sous la forme des excréments du chat. Et ces excréments du chat, si vous voulez, il y a une chose qui est très claire, c'est que ces excréments du chat vont aboutir soit dans le jardin ou dans la nature, si par exemple les personnes ont un parc où ils laissent vagabonder leur chat, mais pour le plus souvent pour les gens qui ont un chat en appartement, eh bien ce sont dans les litières du chat. Et là, je vais aussi dire quelque chose que je répéterai par la suite. C'est en fait dangereux de manipuler la litière du chat sans protection, sans gants, parce que ça peut être une source de toxoplasmose. Alors, bien entendu, pour tous ceux qui ont eu la toxoplasmose, ça ne présente aucun danger. Mais pour ceux qui ne l'ont pas eu, c'est dangereux. Toujours est-il que ensuite, eh bien, naturellement, les gens comme vous et moi vont ingérer des spores de toxoplasme. Alors ça peut aussi se faire, et c'est une autre forme, typiquement en jardinant par exemple, et lorsqu'on remue de la terre, il y a souvent des spores de toxoplasme dans la terre. Si on porte la main à la bouche, si on ne se lave pas très soigneusement les mains, eh bien on va ingérer des spores de toxoplasme qui vont ensuite se développer. Alors là-dessus, bien entendu, il y a des autres intermédiaires, c'est-à-dire c'est nous. Ce sont les mammifères, les oiseaux, les souris, et qui vont plus ou moins ingérer ces spores qui ensuite vont se développer dans l'organisme. Alors il y a deux sortes de spores, c'est les oocytes et des kystes, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que ça serait trop complexe. Disons qu'il y a certains types de spores qui contiennent une certaine quantité de protozoaires potentiels et d'autres qui en contiennent une plus grosse quantité. Ça serait un petit peu délicat de faire ça, mais je vais quand même l'essayer parce que il y a 4 stages, et vous me permettrez d'être pédant, c'est le tachyzoïte, qui sont des vacuoles contenant environ une centaine de parasites. Ensuite, le stade bradyzoïte, qui forme des kystes qui contiennent plusieurs milliers de parasites. Ensuite, le stade mérozoïte, ça c'est dans le chat, puisque c'est là où s'effectue la reproduction. Et le stade sporozoïte, qui est libéré dans l'environnement avec les déjections du chat. Et ces déjections contiennent des spores qui contiennent chacun 8 formes de protozoaires. Ça, c'est un peu compliqué. Et il faut savoir que, quand même, ça a mis beaucoup de temps à être vraiment analysé de façon précise parce que c'est une forme vraiment qui est complexe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que certaines de ces formes sont détruites par la cuisson, d'autres sont détruites aussi par la congélation. C'est-à-dire la forme des kystes, ils sont détruits par la chaleur, même 56 degrés pendant un quart d'heure, ou la congélation, 24 heures à moins 20 degrés. Donc on peut détruire ces kystes par cuisson ou congélation. Et un autre, c'est l'oocyte. Alors lui, si vous voulez, il est un peu plus coriace et il faut congeler à moins 30 degrés.
Et il est détruit aussi par la chaleur. Si on fait bouillir, ça détruit ces choses-là. Alors c'est important ceci parce que en fait une des façons d'attraper la toxoplasmose, c'est typiquement, on peut caricaturer, c'est de manger un steak tartare ou une viande pas cuite. C'est typiquement une forme classique et que ce n'est pas seulement en nettoyant la litière du chat. Donc voilà. Alors maintenant, une fois que ce parasite arrive dans le corps d'une personne, il provoque une infection et si c'est une femme enceinte, il va provoquer des dégénérescences épouvantables dans le corps du fœtus. Bon. Alors maintenant, bien entendu, le problème c'est quelles sont ces formes. Eh bien, en fait, ce qui est effarant, précisément, c'est que la toxoplasmose est souvent asymptomatique. C'est-à-dire, dans 80% des cas, on ne voit rien. On est infecté par la toxoplasmose, on n'en voit rien. Mais il y a quand même 20% des cas où la maladie peut être très pénible, fatigue intense, fièvre prolongée, et ça ressemble, en fait, à une mononucléose. Et cette mononucléose a une guérison vraiment lente. Et enfin, dans des rares cas, ça peut, chez les adultes qui attrapent la toxoplasmose, donner des symptômes très graves. C'est-à-dire, c'est en particulier le cas chez les patients immunodéprimés ou les personnes qui ont le sida, par exemple. Et à ce moment-là, cette maladie peut provoquer des lésions oculaires, cardiaques, pulmonaires et des syndromes neurologiques. Et cette phase peut durer très longtemps et à ce moment-là, c'est quelque chose de très sérieux du point de vue médical qui nécessite une hospitalisation. Alors, c'est ce point. Et maintenant, je vais vous donner la parole, Guillaume Font, parce que j'ai tendance à l'accaparer, sur comment avez-vous eu l'idée de relier également le syndrome psychiatrique, les syndromes psychiatriques à la toxoplasmose. Alors c'était en 2009, j'étais à l'époque en train de faire mon Master 2 et dans ce Master 2 recherche, on me demandait un projet d'étude, un sujet d'étude virtuel que j'aurais l'idée de mettre en place et qui impliquerait des recherches à la fois sur l'animal et sur l'être humain avec une dimension évidemment psychiatrique car je suis psychiatre. Et j'ai entendu en fait deux collègues discuter d'une publication montrant que des rats infectés par le toxoplasme changeaient de comportement car le parasite envahissait le cerveau et que les rats qui donc normalement sont effrayés par les chats qui sont leurs prédateurs devenaient quand ils étaient infectés attirés par l'urine de chat et changeaient de comportement en prenant des risques et finalement se laissant manger par le chat et donc le chat qui à cette occasion-là lui-même se faisait infecter par le parasite. C'est ce qu'on appelle la manipulation parasitaire. Il n'y a pas que la toxoplasmose qui utilise ces techniques. Le but de tout parasite est de reproduire son cycle de vie. Et donc le but du toxoplasme est d'infecter un chat pour lui permettre donc de se disséminer. Et donc à partir de là, je me suis intéressé aux conséquences sur l'être humain, puisque donc s'il y avait de telles modifications comportementales chez le rat, la question était que se passe-t-il chez l'être humain? Donc comme vous l'avez très bien souligné, en fait moi dans mes études de médecine, j'ai appris que la toxoplasmose c'était quelque chose de plutôt bénin, de très répandu. Il faut savoir que 1/3 de l'humanité est infectée par ce parasite. C'est l'infection parasitaire la plus répandue à la surface de la planète. Et donc moi, ce qu'on m'avait appris en tant qu'étudiant en médecine, c'était qu'effectivement, il valait même mieux pour des femmes être déjà infectées au moment où elles tombaient enceintes, puisque, comme vous l'avez très bien dit, elles n'avaient alors plus de risque pour leur fœtus, que le fœtus soit atteint par le parasite, puisqu'elles étaient immunisées. Ça, c'est ce que j'avais appris. Et ensuite, donc, je suis allé regarder dans la littérature et il se trouve que il y a une équipe en fait en République tchèque qui s'intéresse à la question de la toxoplasmose, car en République tchèque, en fait, il y a un service militaire où les hommes et les femmes qui font leur service militaire, qui ont donc une vingtaine d'années,
ont un bilan de santé systématique. Et parmi ce bilan de santé, il y a la sérologie de la toxoplasmose et d'autres maladies infectieuses. Et donc ils ont commencé en fait à regarder, à comparer les gens qui avaient une sérologie positive aux gens qui avaient une sérologie négative, donc ceux qui n'étaient pas infectés. Et ils ont trouvé tout un tas de résultats assez interpellants, notamment par exemple qu'il y avait plus d'accidents de la route chez les gens qui étaient infectés par le parasite. Ils ont retrouvé des modifications justement dans la personnalité, on en parlait tout à l'heure, des modifications dans les taux d'hormones, de testostérone ou d'œstrogène. Voilà, il y avait beaucoup de choses très interpellantes qui avaient été ramenées par cette équipe. Alors justement, je voudrais embrayer un petit peu sur ce que vous dites et ce que vous allez dire. Eh bien, déjà, des observations ont été faites sur le rat, lorsque le rat était infecté par la toxoplasmose, ou lorsqu'il avait eu l'infection par la toxoplasmose, son comportement change. Et ça devient un comportement risque-tout, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'avant d'être infecté par la toxoplasmose, le rat n'a pas peur du chat. Le rat a très peur du chat parce que le chat est un prédateur. Donc le rat mis en face du chat fiche le camp parce qu'il a peur de ce prédateur. Mais une fois qu'il a été infecté par la toxoplasmose, il a une attitude en quelque sorte bravache vis-à-vis du chat, allant jusqu'à l'affronter parfois. C'est-à-dire que il ne recule pas devant l'animal et il devient en quelque sorte suicidaire vis-à-vis du chat. Et ceci est quelque chose de très curieux, ça s'interprète même de façon darwinienne, c'est-à-dire que le protozoaire de la toxoplasmose modifie le comportement de l'animal infecté pour que cet animal infecté puisse être victime du chat. Le chat va manger le rat ou la souris et bien entendu ensuite naturellement va ingérer les toxoplasmes qui sont présentes dans le corps de l'animal. Ce qui veut dire que c'est quelque chose d'extrêmement pervers du point de vue naturel, c'est-à-dire un protozoaire arrive à modifier le comportement d'un animal supérieur. Est-ce qu'il y a d'autres exemples du genre? Je ne sais pas, mais c'est quand même stupéfiant. Enfin, il y a plusieurs exemples de ça. Donc dans le monde parasitaire, c'est assez bien décrit. Il y a des vers aussi. Donc je suis pas expert de tous les helminthes, mais je sais que voilà, il y a eu des cas de démonstration, de modification de comportement de ce qu'on appelle l'hôte intermédiaire, c'est-à-dire c'est l'hôte qui va transmettre le parasite d'un hôte définitif à l'autre. L'hôte définitif étant en fait l'animal dans l'organisme duquel va se reproduire le parasite. Donc on a comme ça des animaux qui sont vecteurs et des animaux qui sont récepteurs. Voilà. Et donc l'être humain dans cette chaîne, en fait, est ce qu'on appelle une impasse. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne transmet pas le toxoplasme une fois qu'on est infecté. À la limite, si on va dans le parc Kruger en Afrique du Sud, si on est mangé par un lion, ça transmettra sans doute le toxoplasme. Mais disons que, d'un point de vue technique, l'homme n'ayant plus de prédateurs attitrés, parmi les animaux supérieurs, ne peut pas jouer le rôle de transmission que jouent le rat et la souris. Et à ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est que le toxoplasme, malgré tout, va modifier son comportement, c'est-à-dire que, et en quelque sorte, ça transforme ce comportement au point que la personne, disons, est davantage n'est pas affectée par le danger. Il surmonte plus facilement le danger. Et disons, ça induit un comportement à risque. Et c'est cette chose absolument hallucinante qui a été découverte, c'est-à-dire que les personnes ayant été infectées par la toxoplasmose provoquent plus d'accidents de voiture. C'est ce que vous venez de dire. Ça a été une étude qui a retrouvé cette association. Alors après, c'est toujours la question dans la recherche, c'est comment démontre-t-on que c'est le parasite qui est la cause de l'augmentation du nombre d'accidents de voiture. Là, on a retrouvé l'association statistique. Après, les questions qui se posent sont toujours les mêmes. Y a-t-il des facteurs confondants qui seraient partagés entre les personnes qui, comme vous l'aviez dit, imaginons une personne qui a un profil de personnalité, ce qu'on appelle recherche d'expériences nouvelles, c'est-à-dire en fait des personnes qui vont être beaucoup plus attirées par les nouvelles expériences au point de prendre
prendre des risques, on peut imaginer que ces personnes-là pourraient beaucoup plus s'exposer aux parasites, par exemple en faisant des randonnées, en étant exposées à tout un tas de parasites, par exemple dans la nature. Là, on a dit en France, c'est pas trop le cas, puisqu'effectivement c'est plutôt les chats et donc plutôt le jardinage qui est l'exposition première. Et donc on pourrait imaginer que ces personnes-là pourraient avoir plus d'accidents de voiture. Donc on retrouve cette association. Par contre, on n'a pas encore pu démontrer que c'est le fait d'être positif à toxoplasmose qui augmentait le nombre d'accidents de voiture. Par contre, ce qu'on commence à étudier, et ça c'est un des sujets de recherche que nous menons donc à Créteil, à l'hôpital Henri Mondor avec la Fondation Fondamentale, c'est l'impact sur ce qu'on appelle les fonctions cognitives, c'est-à-dire la capacité par exemple à se concentrer. Donc ça pourrait être une explication. On a un parasite qui s'enquiste dans le cerveau. Ce parasite peut créer des troubles en s'enquistant, donc il crée des dysfonctionnements dans certaines zones du cerveau qui ne se voient pas forcément à l'œil nu, mais par contre dans ces dysfonctionnements, ça pourrait être par exemple une diminution de la concentration ou de l'attention qui pourrait expliquer donc en conséquence une augmentation des accidents de la route. Ça pourrait être une hypothèse. Oui, mais alors effectivement, de toute façon, il est extrêmement difficile de relier l'observation d'un phénomène et de dire qu'il y a une causalité. Mais on peut au moins dire que ces choses sont concomitantes. C'est-à-dire qu'on observe de façon concomitante l'augmentation des comportements dits à risque chez les personnes qui ont eu une infection par la toxoplasmose. Et ce que vous dites, c'est que, par exemple, les accidents de voiture pourraient aussi bien être liés à une façon comportementale qu'à simplement un défaut d'attention. On ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais c'est un point important et j'espère que les assurances automobiles ne vont pas imposer chez les conducteurs un test de la toxoplasmose pour augmenter leur prime, mais ça ne serait pas raisonnable. Ça serait pas raisonnable, mais disons que c'est quand même quelque chose. Chez le rat, c'est clair, le rat devient suicidaire après suicidaire. Il a un comportement suicidaire vis-à-vis du chat. Pour qu'un rat affronte un chat, il faut vraiment qu'il n'ait pas beaucoup réfléchi en quelque sorte, mais toujours est-il que c'est chez l'homme ce que ça peut induire comme dans le comportement est véritablement un sujet de recherche extrêmement important. Tout à fait. Alors maintenant, si vous voulez, vous avez le comportement bénin. Disons, il faudrait chercher parmi les sportifs à risque, par exemple ceux qui font surf sur des vagues de 20 mètres ou ceux qui vont se pendre dans une paroi rocheuse, si le toxoplasme est pour quelque chose dans leur goût de risque. Mais si vous voulez, simplement pour revenir à des choses beaucoup plus ennuyeuses, ça peut aussi induire des troubles psychiatriques. Alors, donc ça, c'est le sujet de nos recherches et je vous remercie de m'inviter de me poser la question car c'est un domaine, je pense, qui mérite vraiment qu'on se penche dessus et qui est assez fascinant parce qu'on touche vraiment à quelque chose qui nous interroge sur notre condition humaine également, puisque là, on est en train de parler d'un parasite qui va s'enquister dans le cerveau humain, dans certaines zones du cerveau qui sont assez spécifiques. En fait, il y a 2 noyaux du cerveau qui hébergent le parasite toxoplasme. On n'en a pas que dans le cerveau, on en a aussi dans les muscles par exemple. Et donc dans les zones du cerveau qui sont concernées, il y a l'une des zones qui est un noyau assez connu pour être la zone de l'anxiété et une autre qui est connue pour être la zone du plaisir et de la récompense. Donc à partir de là, on a un parasite qui est en phase dormante dans le cerveau et qui peut tout au long de la vie se réactiver, que l'on soit immunodéprimé ou pas, mais si l'on n'est pas immunodéprimé, il est neutralisé immédiatement. Il est neutralisé quand il passe dans la circulation sanguine. Par contre, on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau. Le cerveau est vraiment une boîte de Pandore qu'on essaye d'approcher par plusieurs côtés, mais qui a beaucoup de mystères qui ne se livrent pas, parce que le cerveau est entouré d'une barrière impénétrable, ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et donc, en fait, le cerveau est vraiment un organe à part dans le corps humain. Et c'est bien normal car il est très important pour notre corps de pouvoir se protéger dans le cerveau des variations métaboliques, par exemple, de l'organisme, comme le taux de sucre, par exemple. Si le cerveau était directement impacté par des modifications métaboliques, on ne pourrait plus se concentrer, interagir et tout simplement vivre en fonction de la moindre perturbation. En termes tout à fait simples,
Ce que vous dites, c'est que si on était dépendant de l'organisme, eh bien, dès qu'on aurait une petite faim, un besoin de l'organisme, on se précipitait vers la nourriture au lieu de rester à travailler, enfin des choses comme ça. Exactement. C'est-à-dire l'organisme ne commande pas le cerveau, c'est le cerveau qui commande l'organisme. Il influe dessus, mais de façon contrôlée en quelque sorte. Donc ce qui nous intéresse, c'est le côté bidirectionnel, parce qu'effectivement, avant, on était plutôt dans la conception descendante, c'est-à-dire le cerveau envoie l'information et le corps obéit. Et maintenant, on a une approche vraiment bidirectionnelle, c'est-à-dire que de plus en plus, on prend conscience à quel point l'organisme influence le cerveau. Et ça, je pense que tout le monde en fait l'expérience en vivant des états émotionnels qui peuvent être, comme vous venez de le dire, conditionnés par exemple au fait que l'on a faim, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être par exemple plus irritables s'ils ont faim, ou voilà, qui vont avoir des modifications de personnalité légères. Et ça, on en fait tous l'expérience. Mais alors, pour revenir à la toxoplasmose, il y a une autre chose qui appuie votre propos. Alors, c'est que les études montrent en fait que le risque de schizophrénie semble être nettement plus élevé en milieu urbain que, si vous voulez, en milieu non urbain. Ça veut dire qu'essentiellement ceux qui vivent à la campagne sont moins exposés au risque de schizophrénie, et peut-être parce que précisément à cause des effets du toxoplasme, ou est-ce que ceci vous paraît indépendant ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en cause. Je vais reprendre en fait une approche plus globale que celle de la toxoplasmose. En fait, la schizophrénie, donc comme vous l'avez dit, est une maladie grave qui se déclenche à l'âge jeune adulte, généralement entre 15 et 25-30 ans. On n'a pas vraiment expliqué pourquoi c'était à cet âge-là que cette maladie se déclenchait. Il y a plusieurs explications pour cela. On pourra éventuellement revenir dessus. Et en France, on sait que la plupart des gens qui se contaminent à la toxoplasmose se contaminent durant l'enfance ou l'adolescence. Il y a un effet de l'âge. Hein. Plus on avance dans l'âge et plus on a de chances de se contaminer. Ça, c'est pour toutes les infections non mortelles la même chose. Et à partir de là, on s'est intéressé à la question effectivement d'où vient la schizophrénie. Est-ce que c'est génétique, c'est-à-dire que c'est 100% dans nos gènes et on l'a dès la naissance et ça se déclenche plus tard, ou est-ce que c'est environnemental? Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Donc environnemental, c'est très large. Ça veut dire que ça englobe aussi bien tout ce qui se passe dans notre corps, tout ce à quoi on est exposé. Donc y compris les infections, c'est notre sujet aujourd'hui, mais aussi tout ce que l'on vit sur le plan des interactions avec les autres, sur le plan émotionnel. Par exemple, on sait que le fait d'avoir eu des carences affectives ou des problèmes émotionnels importants, ce qu'on appelle des psychotraumatismes dans l'enfance, est un facteur de risque aussi de déclenchement de troubles psychiatriques sévères. Pas que de schizophrénie, il y a aussi d'autres troubles qui partagent ce facteur de risque. Donc à partir de là, on est face à des maladies qui sont comme la plupart des maladies, hein, c'est pas que les troubles psychiatriques, le diabète par exemple c'est la même chose, le cancer aussi. C'est une interaction entre d'un côté ce qu'on appelle un terrain génétique, donc c'est notre patrimoine génétique, et de l'autre des facteurs environnementaux, c'est tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive, et donc à partir de là on a fait des études chez des vrais jumeaux pour essayer justement de faire la part des choses entre la génétique et l'environnement. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement quand un des vrais jumeaux, donc un vrai jumeau, c'est un jumeau qui partage exactement le même patrimoine génétique que son autre jumeau, par opposition aux faux jumeaux qui ont des patrimoines génétiques différents. Donc si un vrai jumeau déclenche une schizophrénie, l'autre a une chance sur 2 de déclencher une schizophrénie. Donc là, on voit bien qu'il y a d'une part l'influence de la génétique, parce qu'on a un risque qui est très augmenté, c'est-à-dire on a dit tout à l'heure que le risque il était inférieur à 1%, et là on passe à un risque de 50%. Donc le gap, le fossé est énorme. Mais c'est pas 100%. Mais c'est pas 100%, exactement. Donc la question c'est pourquoi n'y a-t-il que 50% des vrais jumeaux qui vont déclencher eux aussi une schizophrénie. Et c'est là que l'environnement rentre en jeu. Et donc les vrais jumeaux, ça nous intéresse aussi car ils ont grandi dans la même famille. Ils ont eu a priori la même alimentation, ils ont reçu la même éducation. Et donc là, on se dit qu'il y a d'autres facteurs qui font la différence. Et parmi ces facteurs, justement, on s'est intéressé aux infections. Vous m'avez posé la question du milieu urbain. Alors le milieu urbain, c'est très très vaste parce que le milieu urbain, effectivement, ce qui fait la différence entre la ville
ville et la campagne, il y a l'exposition à tout un tas de parasites qui sont pas forcément plus fréquents à la campagne, ça dépend lesquels. Par exemple, il y a des parasites qu'on trouve dans les bacs à sable des villes et qu'on trouve pas à la campagne. Pour les enfants, par exemple, l'oxyure est un parasite que l'on trouve dans les bacs à sable. C'est pour ça aussi qu'il y a eu une question de santé publique sur les bacs à sable et le danger que cela pouvait représenter pour la transmission de parasites entre enfants, parce que les bacs à sable sont exposés aux excréments des animaux eux aussi. Et donc le milieu urbain, c'est aussi un endroit qui est plus stressant que la campagne, où les gens sont plus rapprochés les uns des autres, donc ont plus d'interactions, peuvent subir plus de stress et peuvent accueillir plus de populations migrantes aussi. Donc il y a un domaine de recherche dans notre service qui est dirigé par le professeur Churov, qui lui s'intéresse aussi aux facteurs liés au changement de pays. Donc changement de pays, cela signifie changement d'exposition à la lumière, changement d'alimentation, changement de rythme de vie, changement de stress et changement de culture. Donc tout ça pourrait être impliqué, et donc il y a plusieurs études en France, en Angleterre et aux Pays-Bas qui montrent que le milieu urbain, effectivement, peut être un facteur de risque de déclenchement de schizophrénie, et on est en train d'essayer de démêler les causes précises de ces déclenchements. Alors, je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie et que vous êtes sur le Libre Journal des Sciences et des Techniques, animé par votre serviteur, Paul de Vels, et nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui Guillaume Font, qui est psychiatre, chercheur à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, membre de la Fondation Fondamentale, et qui étudie les liens entre la toxoplasmose et la schizophrénie. Alors ceci, bien entendu, vous faites autre chose que ça, mais je dirais c'est un des sujets sur lesquels nous vous invitons aujourd'hui. Alors, avant de reparler en alternance de la toxoplasmose et de la schizophrénie, je vais vous poser une question qui paraît toute bête. Pourquoi se limiter à la schizophrénie? C'est-à-dire, est-ce que la toxoplasmose, puisqu'elle induit apparemment chez certaines personnes des modifications sérieuses du comportement, nous avons vu que ça rendait les rats de laboratoire, disons, ça leur induisait chez eux un comportement à risque, et on a pu mesurer que chez les personnes qui étaient atteintes de toxoplasmose, elles avaient plus d'accidents de voiture que les autres, par exemple. Et donc ça induit un comportement à risque. Mais pourquoi se limiter à la schizophrénie? N'y aurait-il pas d'autres syndromes psychiatriques? Alors vous pourriez en faire toute une liste, naturellement, des troubles de la personnalité qui seraient aussi induits par la toxoplasmose. Nous nous sommes posé cette question, et c'est pour ça donc que nous avons conduit l'année dernière ce que l'on appelle une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une revue complète de l'ensemble des données publiées sur la toxoplasmose et les troubles psychiatriques. Donc nous avons conduit cette étude avec des partenaires hollandais, et nous avons conclu que c'était sur la schizophrénie que les données étaient les plus fournies, et donc qui confirmaient l'association, donc ce qui n'est pas la cause et l'effet, mais juste l'association entre le fait d'être infecté à la toxoplasmose et le risque d'avoir une schizophrénie. On a pu confirmer ce lien, y compris avant le déclenchement de la maladie. Ce qui veut dire que ce n'est pas la maladie qui augmente le risque de s'infecter au toxoplasme, puisqu'on aurait pu faire cette hypothèse. Si on déclenche une schizophrénie, on peut avoir moins d'hygiène et donc plus se contaminer. Et ça, on a pu démontrer clairement que l'association existe avant le déclenchement de la maladie. Et donc, nous avons trouvé des choses aussi très surprenantes dans les autres troubles psychiatriques. Donc, nous avons répliqué cette association dans les troubles bipolaires de l'humeur. Donc, ce sont des variations cycliques très importantes de l'humeur qui peuvent aller soit vers la dépression, donc une phase basse, soit vers ce qu'on appelle l'état maniaque. Alors, l'état maniaque, c'est pas faire du ménage, être maniaque. L'état maniaque, c'est une exaltation de l'humeur, une euphorie qui dépasse la norme et qui peut conduire, comme vous l'avez dit aussi, à des actes inconsidérés, impulsifs. Donc ça, on a pu le retrouver dans la bipolarité, avec cependant moins d'études, mais l'effet était statistiquement significatif. Nous avons aussi retrouvé l'association avec les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Ce sont des personnes qui en fait ont des rituels, qui ont des actes répétitifs, comme par exemple se laver les mains, vérifier les poignées des portes, faire compter plusieurs fois dans leur tête, et ce pendant
parfois plusieurs heures par jour, donc ça peut être très handicapant. Et nous l'avons aussi retrouvé dans les addictions, en fait, les addictions aux drogues. Et donc le point commun de tout ça, donc vous allez me poser la question, effectivement, comment expliquer que l'on retrouve ce lien entre toxoplasmose et autant de troubles psychiatriques? Et donc l'hypothèse, c'est que ça pourrait venir de la dopamine. La dopamine, donc c'est un neurotransmetteur, donc une molécule qui sert à envoyer des informations entre les neurones. Et cette dopamine est ce qu'on appelle l'hormone de l'éveil, du plaisir et de l'énergie et de la motivation. Elle fait tout ça. Donc la dopamine, c'est une molécule qui est très connue parce qu'on connaît la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est la maladie où on n'a plus assez de dopamine dans une zone du cerveau. Et quand on stimule les gens avec soit des médicaments ou soit des stimulations cérébrales, leur taux de dopamine augmente. Et quand ils augmentent trop, on peut voir des symptômes psychiatriques apparaître, et parmi eux, il y a les délires qui sont l'un des symptômes caractéristiques de la schizophrénie, et il y a aussi des comportements qui peuvent être des TOC, mais aussi des addictions qui peuvent apparaître, donc des comportements addictifs comme par exemple le jeu. En fait, on a vu des gens commencer à avoir des comportements de jeu pathologiques, c'est-à-dire à commencer à jouer beaucoup d'argent sur Internet, voilà, de façon complètement inconsidérée. Donc c'est là où on voit la puissance de la dopamine, puisque donc ce qui interpelle, c'est vraiment les liens entre l'esprit et le cerveau. Voilà, on est vraiment à la limite entre la biologie et la pensée, et donc c'est ça qui est fascinant dans ce domaine. Alors votre hypothèse, c'est que la toxoplasmose perturberait la création de dopamine, qui est en quelque sorte quelque chose de nécessaire pour que le cerveau puisse fonctionner bien. Tout à fait. Mais est-ce que c'est une hypothèse ou est-ce que c'est démontré ou est-ce que c'est en cours d'évaluation? Ça a été démontré chez le rat. Donc ça, c'est en 2012, une étude l'a montré clairement en fait que les rats infectés avaient une augmentation de la libération de dopamine dans leur cerveau. Après, comment fait-on pour apporter la démonstration chez l'humain? Là, c'est pas que en psychiatrie qu'on a ce problème. On peut pas disséquer les cerveaux des gens qui sont atteints. Tout à fait. Mais je voudrais reprendre un peu les problèmes. Alors, en gros, si je résume, vous avez constaté que la toxoplasmose était associée de façon concomitante, et puisqu'il faut le dire, puisque le lien de causalité est plus difficile à établir, mais de façon concomitante avec des troubles psychiatriques, et davantage avec la schizophrénie que d'autres troubles tels que les troubles bipolaires ou maniaques. Bon, alors il faudrait un petit peu dire ce que c'est maintenant que la schizophrénie, parce que si vous voulez, vous avez toutes sortes de symptômes qui sont en particulier l'altération de la vie en relation, une absence de plaisir, alors on appelle ça l'anédonie, mais enfin bon, peu importe, mais des symptômes qui sont par exemple la boulie, c'est le déficit de la volonté, on n'a envie de rien, l'anédonie, c'est l'incapacité à éprouver du plaisir, l'apathie, c'est l'incapacité à réagir. Alors, il y a encore des termes plus techniques comme l'aphragmatisme, c'est le déficit dans la capacité à entreprendre des actions, c'est-à-dire le schizophrène n'agit pas, ça n'intéresse pas. L'incurie, qui est l'impossibilité de s'occuper de soi, le retrait social, alors en fait une diminution marquée des relations avec les autres, c'est-à-dire le schizophrène n'est pas un être social, il fuit tous les autres, il reste enfermé sur lui-même. Alors j'ai vu par exemple aussi l'habillement atypique, c'est-à-dire que un schizophrène va s'habiller n'importe comment, la froideur affective, le relâchement de l'association des pensées, l'absence des difficultés de converser, et ainsi de suite. Alors, est-ce que j'en oublie? Alors, je vous remercie de me poser cette question, car tous les jours, j'explique aux personnes que je vois en consultation ce qu'est la schizophrénie. Et c'est vrai que dans les médias, on a assez rarement une description fidèle de ce qu'est cette maladie.
Et le cinéma ne renvoie pas non plus une image adaptée, puisque ce que l'on pense, moi, c'est la question que je pose à mes étudiants quand je fais cours. Qu'est-ce que c'est pour vous la schizophrénie? Les étudiants en médecine répondent, c'est un dédoublement de la personnalité. Or, la schizophrénie, ce n'est absolument pas un dédoublement de la personnalité. Comme vous le disiez tout à l'heure, les racines grecques étymologiques sont très importantes. Donc, la plupart des gens savent bien que schizophrénie veut dire l'esprit coupé, schizo coupé, phrénie l'esprit. Mais cela ne veut pas dire qu'on a deux esprits dans un corps. Cela veut dire que l'esprit est morcelé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un esprit morcelé? Un esprit, en fait, fonctionne par modules. C'est comme ça qu'on conçoit les choses actuellement en sciences cognitives. En psychologie, par exemple, il y a le module des émotions, le module de la mémoire, le module de la concentration, le module des interactions sociales, etc., etc. Et dans la schizophrénie, on a une perturbation de la connexion entre ces modules, d'où le mot esprit morcelé, schizophrénie. Alors cela s'exprime par tout un tas de symptômes, donc vous en avez cité la plupart, et des symptômes qui ne sont pas toujours reconnaissables pour les personnes qui ne sont pas averties. Alors vous avez dit en début d'émission, c'est tout à fait vrai, que les formes de schizophrénie caractérisées, elles se voient à l'œil nu, même quand on n'est pas psychiatre. Alors les symptômes qui se voient le plus facile à reconnaître, c'est ce qu'on appelle les symptômes positifs, les symptômes qui arrivent en plus de la normale, et c'est les délires et les hallucinations. Alors que l'on soit très précis dès le départ, toutes les personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie n'ont pas forcément tous les symptômes que nous citons. Les hallucinations, par exemple, ce n'est présent que chez une proportion qui n'est pas majoritaire de personnes qui ont une schizophrénie. C'est moins de la moitié des patients. Donc c'est ce qu'on appelle hallucination, c'est entendre des voix, par exemple, hallucination auditive. Donc ce sont des personnes qui entendent des gens qui leur parlent alors qu'il n'y a personne autour d'eux. Il peut y avoir des hallucinations aussi sur des sensations dans le corps, etc., etc. Et les délires, en fait, c'est une déconnexion de la réalité. Donc ça, c'est aussi un symptôme qui est clé dans la schizophrénie, c'est la perte de contact avec la réalité. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, vont avoir des discours incohérents et acquérir des convictions erronées et pour lesquelles elles vont avoir une croyance très importante, une adhésion complète et ne vont pas être accessibles à la discussion, à la rationalisation autour d'elle. Par exemple, le délire de la persécution, est-ce que c'est un syndrome de schizophrénique? Oui, c'est le plus fréquent des délires que nous voyons en pratique. Donc le délire de persécution, c'est ce qu'on appelle en langage courant la parano. Donc ce n'est pas la même chose que la psychose paranoïaque, qui est une autre maladie, mais les symptômes sont très similaires. Ce sont des personnes qui vont avoir la conviction qu'on leur en veut et donc qui vont chercher à mettre en place des stratégies pour se défendre et donc qui vont parfois de devenir agressifs parce qu'elles-mêmes se sentent agressées. C'est ce qu'on appelle la projection. Les gens croient qu'on les suit dans la rue, qu'ils sont menacés par des causes extérieures et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie du délire schizophrénique. Voilà. Le délire du complot aussi, voilà, il y a tout un tas de délires comme ça sur la société, sur les voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être l'objet du délire, mais les symptômes finalement se rejoignent et donc ce sont des personnes qui sont en grande souffrance morale, qui demandent de l'aide et donc c'est pour ça que nous les accueillons en fait au centre expert schizophrénie de Créteil. Donc j'invite pour nos auditeurs, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se posent la question, j'ai un proche pour lequel je me pose la question, y a-t-il une schizophrénie? Je veux avoir un diagnostic clair. Il y a 10 centres experts en France qui sont accessibles par tous, c'est-à-dire qu'ils sont non sectorisés. Quelle que soit son adresse, on peut aller consulter au centre expert schizophrénie. Le nôtre est à Créteil, il y en a partout en France. La liste est disponible sur le site de la Fondation Fondamentale. Et là, on fait des bilans complets d'évaluation où l'on reprend l'histoire des personnes et on peut poser le diagnostic. Parce que le problème aussi que l'on a dans la schizophrénie en France, c'est que il y a eu un temps où on ne posait pas le diagnostic parce que c'était un mot qui faisait peur, c'était un mot stigmatisant, parce qu'on associait schizophrénie avec dangerosité, par exemple. On mélangeait schizophrénie et psychopathie, ce qui n'a rien à voir. La psychopathie, c'est autre chose. Voilà, donc pour tout un tas de raisons, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour pouvoir démystifier certaines idées reçues sur la schizophrénie qui sont encore très ancrées, qu'on a du mal vraiment à faire bouger. C'est-à-dire, la question, c'est que vous avez tout un ensemble de symptômes, et en gros, à cause de ces symptômes, le schizophrène
est en quelque sorte très mal dans sa peau. Et ça peut éventuellement induire chez lui des formes de psychose beaucoup plus graves. Est-ce que je dis une bêtise en disant que la schizophrénie peut induire la dépression ? Non, pas du tout. Vous avez raison. Nous, on voit chez les patients que nous recevons au centre expert, plus d'un quart de nos patients sont en état dépressif au moment où nous les voyons, et 1 sur 5 est déjà traité par antidépresseurs. Donc, ce sont deux maladies qui sont ce qu'on appelle comorbides. C'est deux maladies qui surviennent ensemble. Et alors, vous avez cité tout à l'heure ce qu'on appelle les symptômes négatifs, les symptômes qui sont en deçà de la norme. Et donc, vous avez parlé par exemple de l'apragmatisme, vous avez parlé de l'anédonie, donc ce sont des symptômes dépressifs également. Et donc, à l'œil nu, beaucoup de jeunes gens à l'adolescence commencent à avoir des symptômes qui ressemblent à de la dépression, mais qui en fait sont des formes débutantes de schizophrénie. Nous les recevons au centre expert et donc nous faisons un point là-dessus. Le problème, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui, on me pose beaucoup la question, de marqueurs biologiques ou d'imagerie pour dire il y a une schizophrénie. On n'a pas un test pour dire c'est oui ou c'est non. C'est pas comme la toxoplasmose. C'est clair que par exemple, si les parents ont un adolescent qui dit je ne veux pas travailler, je ne m'intéresse à rien, j'ai du mal à me concentrer dans les cours, ce n'est pas nécessairement un schizophrène. Bien sûr. Et le vrai problème de ça, c'est que en fait, ça peut peut-être faire plus de mal à cet enfant de l'envoyer à l'hôpital psychiatrique pour un test que simplement de le raisonner. Il y a des formes qu'on pourrait appeler légères de schizophrénie qui ne sont même pas des troubles, ce sont des caractéristiques de la personnalité, et des formes qui sont beaucoup plus disons caractérisées, puisque en fin de compte un médecin psychiatre voit tout de suite si quelqu'un est schizophrène ou pas, en quelque sorte, je simplifie. Le bilan, en fait, ce n'est pas un bilan très difficile. En fait, on passe 2 journées à discuter, en fait. Donc, les gens ne le vivent pas comme une expérience de laboratoire. Moi, j'ai des retours très positifs et les gens reviennent nous voir. Après, on les suit, on les voit 1 fois par an. Donc, il est certain quand on est adolescent que voir un médecin, c'est quelque chose qui est pas plaisant de toute façon. C'est-à-dire qu'un adolescent, il veut pas prendre des actions pour son avenir, pour sa santé, c'est normal. Donc, nous, on a l'habitude de parents qui traînent leur ado comme ça. Mon fils, tu ne veux pas faire des mathématiques, je t'envoie à Sainte-Anne, je caricature. Mais bon, peut-être. Il y a un peu de ça. Alors, il y a un élément qu'il faut que l'on précise, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a aussi la consommation de cannabis. Donc, le cannabis, c'est quelque chose qui est vraiment très fréquent, de plus en plus fréquent chez nos jeunes. Et il faut savoir que la consommation de cannabis s'accompagne des symptômes que nous avons décrits, donc notamment les symptômes négatifs, c'est-à-dire, vous l'avez très bien dit, des troubles de concentration, l'envie de rien faire, et on reste chez soi enfermé, et voilà. Et donc, du coup, effectivement, faire la part des choses entre des symptômes d'intoxication au cannabis et une schizophrénie débutante, c'est très important. Alors évidemment, la première étape est l'arrêt du cannabis pour pouvoir évaluer si les symptômes persistent ou pas en dehors du cannabis. Ensuite, nous avons dans notre évaluation ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique. Donc, nous explorons toutes les fonctions de la mémoire, mais aussi de l'abstraction, et donc des tests très fins qui permettent aussi de dépister parfois des formes de schizophrénie débutante. Le but de ça, c'est pas d'embêter cet ado, c'est justement, s'il y a une schizophrénie débutante, de pouvoir proposer un traitement précoce, ou en tout cas de le suivre de façon très rapprochée, car on sait que la durée de psychose non traitée, donc le nombre de mois que l'on passe sans recevoir de traitement antipsychotique quand on a déclenché la schizophrénie, et impacte directement la capacité de la personne à travailler, à interagir, à mener une vie normale. Et là, je voudrais juste préciser quelque chose de très important pour nos auditeurs. Il est très important d'avoir conscience que une grande partie des personnes qui ont une schizophrénie en France ont une vie familiale et travaillent. Ce n'est pas la majorité, parce que la schizophrénie est encore stigmatisée et qu'on baisse trop facilement les bras encore aujourd'hui sur la prise en charge. Mais moi, je vois des gens tous les jours qui travaillent, qui prennent leur traitement antipsychotique, qui n'ont plus de symptômes, qui ne font plus de rechutes et qui ont des vies amoureuses, des vies sentimentales, des vies amicales épanouies. Donc ça, c'est très important de rappeler qu'il y a des choses à faire, mais qu'il faut les faire vite et ne pas perdre de temps. Voilà.
Alors Guillaume Font, je rappelle que nous vous recevons dans le cadre du Libre Journal des Sciences et des Techniques sur Radio Courtoisie et nous parlons en alternance de la schizophrénie et de la toxoplasmose parce que vous avez établi clairement et vous continuez des recherches à ce sujet que les deux sont liés. Mais je reviens sur la schizophrénie dont vous avez parlé assez longuement à l'instant. Si vous voulez, est-ce que cette schizophrénie se soigne bien ? Donc aujourd'hui, nous avons des traitements efficaces. Donc ça, il faut le souligner. La science a fait vraiment beaucoup de progrès depuis les années 50. 1952, c'est la découverte du premier antipsychotique. C'est une découverte française, il faut le souligner. Donc c'était Henri Laborie et Delay et Deniker qui ont donc eu cette idée, donc une collaboration entre psychiatres et médecins anesthésistes qui ont étudié le premier antipsychotique qui était la chlorpromazine. Cet antipsychotique avait énormément d'effets secondaires et notamment en fait aggravait les symptômes négatifs, c'est-à-dire qu'en fait les personnes ne déliraient plus, n'avaient plus d'hallucinations, mais par contre étaient très fatiguées, n'avaient plus aucune motivation. Parce que l'action de l'antipsychotique, c'est faire baisser la dopamine. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme la dopamine, c'est l'hormone de l'éveil, de la motivation et du plaisir, faire baisser la dopamine, ça induit des symptômes négatifs et des symptômes de dépression. Donc le but aujourd'hui, c'est de développer des molécules qui régulent bien la dopamine sans la faire trop baisser pour ne pas induire des symptômes qui vont empêcher la personne d'avoir une vie épanouissante. Donc on est en train d'y arriver puisqu'on a des antipsychotiques qui ont de moins en moins d'effets secondaires et on a plusieurs formes qui peuvent être proposées à la personne parce que l'autre problème dans la schizophrénie, c'est que 60% des personnes qui ont des schizophrénies n'en ont pas conscience. Ça, c'est le gros problème de cette maladie en psychiatrie. Quelqu'un qui est dépressif va dire « je suis dépressif ». Quelqu'un qui a un trouble anxieux va dire « j'ai un trouble anxieux, je suis angoissé » et donc il y aura une plainte. Il va aller voir un médecin pour demander un soin. La personne qui souffre de schizophrénie, dans la plupart des cas, n'aura pas conscience qu'elle est en train d'avoir des délires ou des hallucinations, puisqu'elle fait l'expérience directement de ce vécu et elle n'est pas accessible à la rationalité dans les phases aiguës de la maladie. Et donc, ça prend souvent plusieurs années pour que la personne accepte en fait qu'elle a un trouble mental et qu'elle a besoin d'un traitement au long cours. Et on essaye justement vraiment de travailler là-dessus, puisqu'on sait que plus on arrête ces traitements et plus on revient à l'hôpital et plus on se désinsère et plus on a de difficultés à retourner au travail et à avoir une vie, etc. Et ça, c'est très compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, l'image de la schizophrénie aujourd'hui en France, elle est mal connue. En fait, on confond tout, on pense que c'est la parano, on pense que c'est la psychopathie, on mélange tout et surtout, on veut pas en entendre parler. Et puis, quand on annonce ça, du coup, c'est vrai qu'on explique bien aux personnes qu'on reçoit au centre expert ce que c'est la schizophrénie parce que, voilà, ils vont nous dire, mais moi, j'entends pas de voix. Oui, non, c'est un symptôme qui n'arrive pas tout le temps. Effectivement, c'est le plus connu, mais c'est pas un symptôme systématique. Et alors, justement, là-dessus, vous venez de démontrer clairement, dans votre présentation, que ces troubles étaient liés à la dopamine. Et vous avez dit un peu plus tôt qu'on manquait de marqueurs pour identifier la schizophrénie. Est-ce que la dopamine ne peut-elle pas se mesurer ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre gros problème, c'est que notre corps, il est très bien fait. Et donc, comme il est très bien fait, on l'a dit tout à l'heure, le cerveau est hermétique par rapport au reste de l'organisme. Cela veut dire qu'il est très difficile de trouver dans le sang des marqueurs de ce qui se passe dans le cerveau. Parce qu'il y a une barrière entre les deux. Donc, parfois, on a des marqueurs indirects. Donc, on a essayé ça. On a cherché dans les années 80 des marqueurs de métabolisme de la dopamine. Et il a même été proposé, certaines études ont pu rapporter une efficacité des antipsychotiques chez les gens qui avaient des marqueurs de dopamine augmentés par des marqueurs périphériques. Ça n'a pas été répliqué, on ne sait pas encore vraiment pourquoi, ce sera l'un de nos sujets d'étude au Centre Expert Schizophrénie. Et on pense que il n'y a pas que la dopamine, parce que aujourd'hui encore, tout le monde, tous les patients en souffrance de schizophrénie ne répondent pas forcément au traitement antipsychotique. C'est quand même la majorité, mais une partie, on va dire un tiers des patients ne répondent pas ou pas assez au traitement antipsychotique. Et donc on essaye de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait la différence, et c'est là que la toxoplasmose entre en jeu aussi. C'est-à-dire qu'en fait on pense aujourd'hui
que derrière le mot schizophrénie pourrait se cacher 7 à 8 maladies différentes. Ça, c'est une étude qui a été publiée en septembre dernier dans une revue prestigieuse, le Lancet, qui montre que d'un point de vue génétique, sur plusieurs milliers de personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie, on a trouvé des profils génétiques différents. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'on a tout compris. Cela veut dire que on pense que d'un point de vue génétique, il y a une hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs profils de patients qui ont une schizophrénie et que le mécanisme de la maladie qui aboutit au même tableau à la fin, celui qu'on voit à l'œil nu, ce qu'on appelle le phénotype, c'est ce qu'on voit à l'œil nu, le mécanisme pourrait être différent. Et donc l'idée, c'est quand on a de la fièvre, on met par exemple ce qu'on appelle un antipyrétique pour faire baisser la fièvre, donc du Doliprane, et on fait baisser la fièvre. Mais si on ne traite pas l'infection qui génère la fièvre, la fièvre, elle va continuer à revenir. Et donc le fait de mettre du Doliprane, ça masque la fièvre, mais ça ne traite pas la cause sous-jacente. Et là, on en est là dans la schizophrénie. On met un antipsychotique qui fait baisser la dopamine, mais qu'est-ce qui a fait monter la dopamine? On en est là en fait. Et donc justement, la toxoplasmose fait partie de l'une des pistes que l'on a pour l'augmentation de la dopamine. D'une façon plus générale, la toxoplasmose, c'est une maladie infectieuse qui s'inscrit donc dans toutes les maladies infectieuses qui induisent de l'inflammation. L'inflammation, c'est la réponse du corps à l'infection. Donc quand on a une infection, on libère des molécules pour se défendre. Et ça, c'est l'inflammation. On en fait tous l'expérience quand on a la fièvre. La fièvre, c'est un symptôme de l'inflammation. Et on a trouvé que 28% des sujets souffrant de schizophrénie, on a répliqué ce résultat à Créteil, 28% des sujets souffrant de schizophrénie ont des perturbations inflammatoires. Alors la question, c'est d'où est-ce que ça vient? Et donc on est en train d'étudier ça parce que l'inflammation, on est en train de conduire l'étude à Créteil actuellement au Centre Expert Schizophrénie, est associée à beaucoup de troubles cognitifs, donc des perturbations très importantes de la mémoire, de la concentration. Et donc on est en train de réfléchir à quelles sont les conséquences et quels seraient les traitements potentiellement adaptés à ces perturbations inflammatoires. La toxoplasmose, c'est très intéressant pour comprendre le pourquoi du comment. Mais l'application directe potentielle, parce que ça c'est la deuxième partie qui m'a amené à travailler là-dessus. Tout à l'heure, je vous ai parlé des modèles animaux et des associations épidémiologiques. Mais la deuxième chose passionnante, c'est qu'on a découvert en 2003 que parmi les molécules que nous prescrivons tous les jours en psychiatrie, parmi les antipsychotiques et parmi les régulateurs d'humeur c'est des molécules pour les troubles bipolaires, une partie de ces molécules a une très forte activité antitoxoplasmique. Cela veut dire qu'elle inhibe la réplication du parasite. Attendez, excusez-moi. Nous venons de dire que les gens qui avaient une infection à la toxoplasmose développaient ensuite apparemment une schizophrénie très longtemps après leur infection. Et là, vous dites que précisément les médicaments qui soignent la schizophrénie sont également des médicaments qui s'opposent à la reproduction des toxoplasmes. Mais la reproduction des toxoplasmes n'a pas lieu chez les humains. Alors, en fait, je parle de la réactivation et pas de la reproduction. La réactivation. Voilà. Alors, cette réactivation peut être faite, et il faut encore, nous l'avons mentionné, dans la toxoplasmose, quelqu'un qui a été infecté une fois développe de la résistance, mais le toxoplasme, qui est enquisté en général dans son cerveau, cherche de temps en temps à sortir de sa gangue, et l'organisme se bat contre lui et arrive à le contrôler. Et effectivement, dans ce processus où le toxoplasme sort de sa gangue pour essayer d'agir, et il est littéralement, l'organisme le combat et l'inhibe, eh bien, dans ce processus, ça serait quelque chose qui serait facteur de schizophrénie. Voilà, on a retrouvé que les personnes qui souffrent de schizophrénie ont des profils immunitaires différents des autres. Ça a été le début de ce qu'on appelle l'immunopsychiatrie. Ça a commencé au début des années 2000.
2000. Donc c'est vraiment un champ de recherche qui démarre depuis 10-15 ans. En fait, donc on a des marqueurs immunitaires, ce qu'on appelle les cytokines. Ce sont des molécules de l'inflammation et qui peuvent être perturbées, qui peuvent monter, descendre. Voilà, on a tout un tas de marqueurs et on a retrouvé. Donc j'ai parlé tout à l'heure de 28% des sujets souffrant de schizophrénie qui ont des anomalies inflammatoires. Et donc la question est pourquoi trouve-t-on un lien entre immunité et schizophrénie? Parce que l'autre chose qu'on a trouvé, c'est que on a regardé, vous savez qu'on a découvert le génome humain, on a pu le séquencer complètement en 2001, et donc on a des attentes énormes par rapport à ça, qui pour l'instant sont malheureusement plutôt décevantes, parce que on n'a pas pu proposer pour l'instant dans aucune maladie un traitement basé sur le séquençage d'un gène associé à une maladie. Donc on pense qu'en fait les choses sont plus compliquées, et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est un peu compliqué, on va passer rapidement là-dessus. C'est la façon dont les gènes s'expriment qui pourrait être modifiée. Et en fait, dans la schizophrénie, on a trouvé une centaine de gènes qui pourraient être associés au déclenchement de la schizophrénie, et parmi cette centaine de gènes, la moitié sont des gènes qui ont un lien avec l'immunité. Donc on pense qu'il y a un lien très étroit entre le système immunitaire et le cerveau. Ça, on en fait l'expérience parce qu'en fait, dans la dépression, par exemple, on a pu démontrer que des gens en état de dépression avaient moins de défense immunitaire que les autres. Et ça, je pense que les gens peuvent en faire l'expérience. Quand ils sont plus déprimés, ils peuvent attraper un rhume plus facilement ou voilà. Dans la schizophrénie, il y a eu plusieurs hypothèses. L'une des hypothèses a été ce système immunitaire pourrait être un avantage pour certaines personnes souffrant de schizophrénie. Et cela expliquerait que la schizophrénie se soit maintenue à une telle prévalence. Vous avez parlé de Darwin tout à l'heure, et c'est assez passionnant de réfléchir sur le paradoxe darwinien de la schizophrénie. Pourquoi une maladie qui représente un tel handicap à la reproduction, parce que les gens qui souffrent de schizophrénie, surtout, donc ce sont majoritairement des hommes, on va dire 60% d'hommes, 40% de femmes, c'est ce qu'on voit nous au centre expert actuellement. Les hommes qui souffrent de schizophrénie ont assez rarement aujourd'hui des enfants. Les femmes en ont plus, pour tout un tas de raisons. Elles déclenchent la maladie plus tard, elles prennent mieux leur traitement, elles ont des symptômes qui répondent parfois mieux, et donc généralement elles s'en sortent mieux, mais c'est aussi parce qu'elles consomment moins de cannabis. Voilà, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu. Donc cela ne veut pas dire que les hommes ont moins de chances de s'en sortir que les femmes, mais cela veut dire qu'il y a des facteurs aussi culturels qui rentrent en jeu et hormonaux. Et à partir de là, la question est, une maladie qui handicape la reproduction devrait normalement être marginale dans notre société aujourd'hui. Or, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui souffrent de schizophrénie aujourd'hui en France. Donc, il y a peut-être un avantage à cette maladie qui n'est pas forcément au niveau de l'individu, qui peut être aussi au niveau du groupe. Donc là, il y a plusieurs hypothèses qui ont été mises en place qui sont assez passionnantes à réfléchir, à explorer. Et donc parmi les dernières hypothèses, il y aurait ce système immunitaire différent potentiel chez les personnes souffrant de schizophrénie qui pourrait par ailleurs conférer une meilleure résistance à certaines infections. Alors juste une chose, moi j'essaie de passer dans une logique de gribouille, mais si vous constatez que précisément la toxoplasmose induit la schizophrénie, et y compris disons dans les tentatives que font les kystes pour libérer le toxoplasme dans l'organisme, c'est-à-dire les gens qui ont une résistance plus faible au toxoplasme, ont tendance davantage à développer une maladie schizophrénique. Est-ce qu'il ne serait pas logique d'essayer, comme traitement de la schizophrénie, un traitement antitoxoplasmique? Alors, vous avez un raisonnement de recherche, puisque cette étude a été conduite en 2010, mais il faut qu'elle soit reconduite pour plusieurs raisons. En fait, il y a eu une étude qui s'est déroulée dans la campagne éthiopienne en 2010, où des psychiatres ont essayé d'ajouter au traitement antipsychotique classique un antitoxoplasmique pour les personnes qui avaient des toxoplasmoses et des schizophrénies concomitantes.
Les résultats de cette étude sur 6 mois de suivi sont négatifs. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là pour tout un tas de raisons. Alors, la première des raisons était que on n'avait pas d'informations sur les traitements antipsychotiques qui avaient été administrés. Il est probable que parmi eux figuraient des antipsychotiques qui eux-mêmes avaient déjà une activité qui inhibait la réplication du parasite. Donc du coup, cela faisait double emploi avec le traitement qui était rajouté, qui lui était spécifiquement antitoxoplasmique. Ensuite, c'était des sujets qui avaient des schizophrénies anciennes. On sait que dans la schizophrénie, il faut taper tôt pour être efficace, parce que la schizophrénie est une maladie qui, moi, je l'explique comme un orage un orage inflammatoire qui peut attaquer le cerveau. Et plus le cerveau est exposé à la maladie schizophrénie, et plus il perd ses facultés, c'est-à-dire que les neurones commencent à avoir de moins en moins de connexions de synapses entre eux. Les symptômes sont de plus en plus importants, ils peuvent résister au traitement. Et ça, c'est le but du traitement antipsychotique, c'est de protéger le cerveau. Ça, c'est très important à comprendre, c'est que nous n'avons pas des médicaments qui attaquent le cerveau, mais qui le protègent. Et ça, on a du mal à l'expliquer aux personnes qui souffrent de schizophrénie, parce que des médicaments peuvent avoir des effets secondaires qui les dérangent. Et on nous parle par exemple de camisole chimique. Non, les traitements antipsychotiques, ce n'est pas une camisole chimique, au contraire, c'est une liberté. On rend à la personne sa liberté de vivre la vie qu'elle a envie de vivre. Alors je voudrais revenir sur les descriptions des malades schizophrènes, parce que au fait, les schizophrènes sont des personnes gravement handicapées dans leur vie de tous les jours, parce que le comportement est un comportement désorganisé, l'incapacité à prendre des décisions et des initiatives. Ce sont des gens qui sont en quelque sorte dans une situation d'impuissance dans la vie de tous les jours. Alors, par exemple, avec des agissements bizarres, la crainte d'être espionné, le fait de fermer sa maison par crainte d'être observé, enfin des discours et des comportements complètement rigides, l'incapacité de former des pensées abstraites. Donc, la maladie schizophrénie est gravement handicapante. Donc, il importe, lorsqu'elle est identifiée comme telle, de l'arrêter autant que faire se peut. Et la guérison, est-ce qu'on peut l'envisager? Est-ce que les gens guérissent de la schizophrénie? On ne parle pas de guérison, car en médecine, le mot guérison a un sens assez précis, c'est-à-dire que la guérison implique la rémission complète des symptômes et leur disparition définitive sans traitement. La schizophrénie, c'est une maladie qui s'apparente plus à une maladie chronique, comme le diabète par exemple. Donc on ne parle pas de guérison du diabète, car une fois qu'on a déclenché un diabète, on doit prendre un antidiabétique ou de l'insuline tout le reste de sa vie, car le diabète de type 2 provient d'une déficience du pancréas. Et là, la schizophrénie provient d'une déficience du cerveau. Donc à partir du moment où il y a le dérèglement, où la maladie est déclenchée, alors on a des critères très précis pour parler de schizophrénie. Donc il ne suffit pas d'avoir fait un épisode psychotique. Un épisode psychotique, c'est un épisode avec du délire ou des hallucinations. Il y a certaines personnes qui peuvent faire un épisode psychotique dans leur vie, qui dure 1, 2, 3 semaines. Ils prennent un traitement antipsychotique, les symptômes disparaissent et ils ne réapparaîtront plus. Cela existe. C'était un épisode psychotique et cela arrive notamment chez des gens qui prennent des substances qui peuvent déclencher ces épisodes psychotiques, comme le cannabis. Et la schizophrénie a des critères très précis. C'est que cet épisode psychotique ne passe pas en fait sans. Il y a une rechute à l'arrêt des traitements. Et le retentissement dans la vie de la personne dure plus de 6 mois. Voilà, on a des critères comme ça, c'est pas juste transitoire. Et on a tout un tas de symptômes qui nous permettent d'affiner le diagnostic en faveur de la schizophrénie. Donc on peut définir la schizophrénie comme un trouble psychotique chronique. Donc chronique en médecine, ça veut dire qu'il dure plus de 6 mois en psychiatrie. Et qui nécessite un traitement au long cours. Donc en fait, de la même façon qu'une personne avec un diabète va devoir prendre un antidiabétique ou de l'insuline, et bien une personne avec schizophrénie va devoir prendre un antipsychotique. Et là, on parle de rémission. La rémission, c'est la disparition complète des symptômes. Et ça, cet objectif est complètement atteignable avec les traitements actuels. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, en gros, quelqu'un qui est diagnostiqué comme schizophrène continue son traitement à vie. Voilà.
sans absolument aucune échappatoire, en quelque sorte. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le traitement c'est une contrainte, mais c'est avant tout une liberté. C'est-à-dire que on sait que c'est pas facile, surtout pour quelqu'un de jeune, de prendre un traitement, un comprimé tous les jours. Enfin, c'est facile pour personne. On sait que voilà, ce qu'on appelle l'observance, la bonne observance du traitement, c'est quelque chose de compliqué et pas que en psychiatrie, hein, dans toutes les maladies. Les cardiologues le disent aussi. Voilà, prendre un traitement à heure fixe tous les jours, les femmes peuvent le dire lorsqu'elles prennent la pilule, c'est quelque chose de compliqué. Il y a des oublis, c'est normal. On a des vies avec tout un tas d'événements qui se produisent. Et donc, ce que l'on essaye justement de transmettre aux personnes qui souffrent de schizophrénie, c'est aussi la reconnaissance des symptômes de rechute. Car c'est le meilleur moyen aussi de pouvoir recontacter rapidement son psychiatre. Donc, le suivi psychiatrique, c'est un suivi mensuel qui est recommandé. Hein. C'est très important d'être suivi par un psychiatre quand on a une schizophrénie, pour tout un tas de raisons. Et donc à partir du moment où on peut dépister les symptômes de rechute qui sont souvent les mêmes, en fait c'est souvent de la même façon que les choses s'annoncent. On a parlé tout à l'heure de la persécution. On peut par exemple dire pour les personnes qui ont eu plusieurs fois des délires de persécution, la réapparition d'idées de persécution peut être un signe annonciateur d'une décompensation ou que le traitement n'a pas été assez bien pris, qu'il faut le réajuster et donc contacter rapidement son psychiatre. Alors qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Ça évolue de mal en pis. Exactement. Et ça peut évoluer typiquement vers une dépression grave, vers d'autres. Disons, c'est quelque chose qui est vraiment une maladie évolutive, la schizophrénie. Voilà, il y a une composante que l'on appelle neurodégénérative. Alors il faut quand même prendre ce terme avec précaution, il faut pas dramatiser non plus. Neurodégénérative, ça veut dire que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une maladie qui peut attaquer le fonctionnement du cerveau et si on la traite pas, créer des dégâts, parce que le cerveau, ça reste un organe fragile et il faut vraiment en prendre soin et le protéger. Alors prendre soin du cerveau, ce n'est pas que le traitement médicamenteux. Là, je n'ai parlé jusqu'à maintenant que des médicaments. Il y a tout un tas de choses très importantes pour rester en bonne santé sur le plan du cerveau. Il y a notamment le fait de rester en activité intellectuelle. Donc toutes les activités sociales, les activités professionnelles doivent être très fortement encouragées. Il ne faut pas baisser les bras en disant il y a une schizophrénie, donc il n'y a plus rien à faire. Non, la schizophrénie inclut des troubles de la motivation, on en a parlé, parce que donc ça touche la dopamine. Donc les personnes qui souffrent de schizophrénie ont plus de mal que les autres à avoir de l'énergie, à se lever le matin, à se motiver. Mais il y a des techniques pour ça, pour améliorer ça, des techniques par le comportement. Donc nous, on recommande beaucoup aussi ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales, ce qu'on appelle les TCC, donc des techniques basées sur l'ici et maintenant et sur des objectifs très précis. Il y a aussi je termine là-dessus, des techniques de remédiation cognitive. C'est une forme de psychothérapie très particulière pour la schizophrénie qui vise à réentraîner les personnes sur le plan de la concentration, de la mémoire et aussi des thérapies basées sur les interactions sociales. Donc tout ne passe pas que par le médicament. Voilà, on a vraiment plusieurs choses qui peuvent être proposées. Bien, alors nous allons bientôt arriver à la coupure médiane de notre émission. Je répète pour les auditeurs qui l'auraient pris cette émission en cours de route, nous recevons Monsieur Guillaume Font, psychiatre et chercheur à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, membre de la Fondation Fondamentale, qui en fait étudie de façon très nouvelle et révolutionnaire sur le plan scientifique les interactions, les concomitances entre la toxoplasmose et la schizophrénie. Alors pour résumer cette première partie, nous avons un petit peu parlé, pas beaucoup, de la toxoplasmose pour dire c'est une infection souvent considérée comme bénigne et en fait finalement lorsqu'on regarde la population des schizophrènes on constate qu'il y a en gros 20% d'entre eux qui auxquels on puisse attribuer l'origine de la schizophrénie à une infection toxoplasmique. Les choses sont extrêmement liées et donc il est très important pour ça de prendre très au sérieux l'infection toxoplasmique. Pourquoi cela? Parce que tout votre discours de cet instant montre de façon claire que la schizophrénie est une maladie grave
qui peut être évolutive vers des formes beaucoup plus dramatiques comme la dépression et qui ne peut pas être ignorée, c'est-à-dire nécessite un traitement à long terme, comme le diabète par exemple, et donc souvent à vie. Et si on ne fait pas ce traitement, il se passe des choses épouvantables et ça permet, en fait, ce traitement permet aux schizophrènes de recouvrer une activité professionnelle, par exemple, mais il est nécessaire. Et donc, en gros, les schizophrènes sont des malades très atteints. Disons, c'est une maladie très sérieuse. Et donc, ça veut dire en quelque sorte que, en revenant en arrière, la toxoplasmose est une infection qu'il faut prendre très au sérieux. Et si on arrivait à la comprendre mieux et à la juguler, ça permettrait de limiter le nombre de cas de schizophrénie. Est-ce que ce que je dis vous paraît rationnel? En l'état actuel des choses, on peut imaginer qu'une diminution effectivement de la toxoplasmose pourrait s'accompagner d'une diminution du nombre de déclenchements de schizophrénie. Merci Guillaume Font. Donc nous arrêtons là cette première partie d'émission et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs dans quelques minutes pour la suite où nous allons davantage parler de la toxoplasmose. Merci beaucoup.